Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1, nos deux chroniqueurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politico JDD. Bonsoir Jules Torres. Paul Melun, écrivain et essayiste, très en forme tous les deux de nouveau ce soir. Attention, je vous ai à l'œil. Bon, en plus, vous allez avoir de quoi parler ce soir. L'actualité politique est riche puisque la journée de demain le sera encore plus. À 10h, eh bien, on saura à quelle sauce sera mangée Marine Le Pen, menacée d'inéligibilité avec exécution provisoire. En gros, ça veut dire qu'elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, est avec nous. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir. Alors vous avez réalisé un sondage riche en enseignements à la veille de ce jugement. On va l'évoquer longuement dans quelques instants. Mais avant de parler du cas Marine Le Pen, je voulais vous faire réagir, Frédéric Dabi, à cette attaque de Jean-Luc Mélenchon qui vous vise directement sur X, suite à votre intervention mercredi dernier au Rassemblement pour la République et contre l'islamisme, où étaient présents notamment à vos côtés Manuel Valls, Bruno Retailleau. Michel Blanquer. Oui. Mais alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a préféré retenir les personnalités très à droite, manifestement, dont vous faites partie. Vous lui répondez quoi ? C'est d'abord une méconnaissance de notre métier. Quand il dit le sondeur fait le sondage ou le sondage fait le sondeur, c'est pas très clair, mais il ne sait pas que nous travaillons en équipe, qu'il n'y a personne ne peut influencer les résultats, que notre secteur, et j'ai dit devant la commission d'enquête présidée par Thomas Cazenave avec Antoine Léaumont comme rapporteur cette semaine, notre métier est très contrôlé par une commission des sondages, et puis travailler avec de la droite, de la gauche, c'est l'histoire de l'IFOP, je ne vais pas vous citer tous nos clients, mais c'est Valeurs Actuelles Humanité, c'est Politis Libération qui mettait en titre cette semaine un sondage IFOP sur le boycott des produits américains, c'est le JDD depuis les années 50, c'est notre plus ancien partenaire et j'en suis extrêmement fier. C'est Europe 1 également. Voilà. Ça, si vous lui dites ça, Jean-Luc Mélenchon, il va vous attaquer encore plus. Non, mais il peut attaquer, mais en tout cas, l'idée, c'est que la diversité des commanditaires d'un institut fait sa réputation et fait sa crédibilité. Alors Frédéric Dabi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Directement une première fois, et puis alors je lis la deuxième attaque, la deuxième salve. IFOP sous-estime systématiquement LFI à l'élection présidentielle et surestime toujours le RN. Son patron parade dans les meetings de soutien à Netanyahou aux côtés de Valls et Retailleau. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas vu de portrait de Benjamin Netanyahou lors de cette intervention pour Agir Ensemble. Nous avons réalisé une très belle enquête pour Agir Ensemble sur les valeurs républicaines, sur la cohésion, sur les facteurs de division et sur la sous-estimation de Jean-Luc Mélenchon par l'IFOP, c'est bien sûr faux et on le montrera, on le prouvera dès demain. Vous la montrez. Je donne un seul chiffre, on l'a même parfois surestimé. Quand nous avons lancé en 2012 avec Europe 1 et Paris Match, le Rolling, l'enquête quotidienne avec Arlette Chabot qui dirigeait la rédaction à cette époque, nous avons, entre guillemets, fini le score de Jean-Luc Mélenchon à 12,5 et 13%. Il a fait 11,5 en France métropolitaine. On l'a d'ailleurs à ce moment-là surestimé. Et là, en tout cas, on a parfaitement anticipé sa triple élimination à chaque candidature. Alors, Frédéric Dabi, justement, c'est la une du JDD aujourd'hui, le sondage IFOP JDD, qui montre d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon est à 13%, troisième position, donc c'est assez honorable comme score pour une sous-estimation. Oui, mais plutôt bien. Vous savez, c'est un sondage qui donne pas le résultat de 2027, ça ne serait pas sérieux. On se serait vu le 30 mars 2015 sur un sondage IFOP, naturellement, Emmanuel Macron n'aurait pas été testé. Donc, prudence sur l'offre électorale. Ce sondage donne un état du rapport de force actuel. Il n'est en rien prédictif de ce qui se passera en 2027. Mais vous avez raison, Stéphanie. 12 à 13% d'intention de vote. C'est un score honorable. Il y a plein de députés LFI qui s'en sont félicités, d'ailleurs. Je l'ai vu. Supérieur à ce que Jean-Luc Mélenchon avait obtenu en début de campagne en 2011, 2012 et 2016, 2017. Et en gros, ce 12-13%, c'est le socle d'une gauche radicale en France. On va pas remonter très loin, mais en 2002, l'addition des scores Laguillet, Besancenot et Daniel Gluckstein fait environ 12%. Alors, rarement décision de justice n'aura revêtu une importance politique aussi grande. Marine Le Pen saura demain si elle est déclarée inéligible ou pas par la justice dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Ce serait véritablement un coup de tonnerre politique. Ce sera demain à 10h si les juges déclaraient la patronne du RN inéligible pour 5 ans à toute élection. Oui, alors, naturellement,
Personne ne sait ce qui va sortir de ce verdict, mais effectivement, on voit que c'est le premier cliffhanger, comme on dit dans les séries américaines, le premier rebondissement très important de cette pré-campagne présidentielle. Effectivement, l'enquête IFOP pour le JDD donne une Marine Le Pen à un niveau très élevé, avec 10 points de plus que ce que serait son score de la dernière élection présidentielle, encore plus que le score du RN au premier tour des élections législatives, des scores présidentiels qui se rapprochent de ceux de Mitterrand en 1988, qui avait fait 34,5%. Effectivement, une élimination, une sortie du jeu de Marine Le Pen, toute proportion gardée, ça n'a rien à voir, ça rappellerait 2011, Dominique Strauss-Kahn, et on avait commenté ici sur Europe 1, du jour au lendemain, qui est éliminé automatiquement de la course. C'est pas le même contexte, on verra ce qui se passera. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le RN compte, comment on peut l'appeler, un joker, le président du parti, Jordan Bardella, qui, quand il est testé en intention de vote présidentielle, c'était une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et Sud Radio, un potentiel électoral qui est entre 30 et 33%. Paul Melun, votre sentiment sur... alors déjà, ce sondage, 37%, c'est vrai que Frédéric Dabi le soulignait, ça fait rentrer Marine Le Pen dans ce club assez restreint. Je crois qu'il y avait eu aussi Nicolas Sarkozy. 31%. Oui, au-dessus, non, je voulais dire au-dessus de 30%, et François Mitterrand. Vous avez raison. Donc c'est vrai que ça augmente un petit peu la pression sur cette décision attendue demain matin par le tribunal correctionnel de Paris. Bien sûr, Marine Le Pen, elle est très haute. Et une deuxième observation qui m'a interpellé à la lecture de ce sondage, c'est que Marine Le Pen, elle a aussi des réserves de voix pour le second tour. Chose qu'elle n'avait pas forcément avant. Là, maintenant, elle a un Éric Zemmour à 5%, Nicolas Dupont-Aignan à 3%. Donc, si on additionne, ça veut dire qu'elle aborde le second tour quand même assez haut. Alors, c'est pas seulement des additions. C'est pas Monsieur Dabi qui va peut-être me contredire là-dessus. Mais en tout cas, ça dit quand même qu'il y a une dynamique et que cette dynamique, elle est plutôt chez Marine Le Pen. Ensuite, sur le lien entre ça et la décision de justice de demain, on est quelques-uns à dire depuis des semaines, y compris des gens qui sont pas des soutiens de Marine Le Pen comme moi, de dire que ce serait un déni de démocratie si elle était privée de concourir à cette élection et que si les juges pensent empêcher les candidats populistes ou populaires en Europe, en France ou dans le monde, on l'a vu avec Trump, de se présenter aux élections, ils font une grave erreur. Et que c'est même contre-productif puisque ça va, mettre le RN sur une forme de, de vision sur laquelle ce serait eux les oppressés de cette affaire, les victimes d'un système, etc. Donc ça pourrait même renforcer paradoxalement l'image de Marine Le Pen. Donc j'espère que les juges entendront raison et qu'il n'y aura pas cette exécution provisoire qui en plus est à mon avis un non-sens judiciaire. Alors, je me fais l'avocat du diable, forcément. Votre question sous-entend le fait que cette décision serait nécessairement politique, Jules Torres. Ce sera politique dans le sens où elle empêchera, a priori, si elle intervient, ce qui n'est pas encore sûr, que la favorite des sondages, la triple candidate à la présidentielle, la double finaliste de la présidentielle, qui culmine dans la meilleure hypothèse à 37% dans le sondage de l'IFOP de Frédéric Dabi, elle serait empêchée par une décision judiciaire. Et c'est vrai qu'on aurait ce sentiment-là. En tout cas, une partie des électeurs du Rassemblement national, un tiers quasiment du pays, aurait le sentiment qu'on leur confisque une élection. C'est déjà arrivé, le traité de 2005 où on n'a pas respecté le vote des Français. François Fillon, qui était le grand favori de l'élection présidentielle de 2017, qui une fois, à nouveau avec un assaut des juges, là, ça serait quand même du jamais vu, Jules, parce que là, c'est carrément empêché de se présenter. Ce serait en effet du jamais vu. Donc en effet, ce serait une décision, quoi qu'il arrive, politique, surtout que, on va pas rentrer dans le détail de ce débat des assistants parlementaires européens, mais cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a été épinglé pour les mêmes affaires. François Bayrou a déjà été jugé, Marine Le Pen aussi, et on a toujours la question qui n'est pas tranchée, c'est est-ce qu'un collaborateur parlementaire, il peut travailler et pour un député européen, et si ce député européen a des fonctions dans un parti, est-ce qu'il a le droit de lui faire une note? Bon, je pense que l'objet de ma question, quand j'entendais Paul, c'était évidemment qu'elle est politique dans les conséquences, mais est-ce que dans le fond, est-ce qu'elle peut quand même être impartiale? Ça, on ne sait pas. Moi, je ne ferai pas le procès, c'est le cas de le dire, je ne ferai pas le procès au juge de ne pas être impartiaux et d'avoir un jugement politique. Je dis que cette décision, elle aura des conséquences politiques. Évident. Après, j'accuse pas les juges de faire de la politique, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera perçu comme tel par les Français s'ils rendent cette décision. Par conséquent, ça veut dire qu'eux-mêmes, dans leur esprit, il faut qu'ils jugent non pas seulement en droit, mais aussi selon les conséquences que leur décision va avoir sur la démocratie. Et c'est ça qui est, vous savez, la difficulté, à mon avis, aussi pour eux. Frédéric Dabi, on parlait justement de ce déni de démocratie. C'est vrai que ça aurait peut-être pour conséquence de victimiser encore un petit peu plus Marine Le Pen. On se souvient qu'on a déjà des électeurs qui ont eu le sentiment, à tort ou à raison, qu'on leur a volé leur élection lors du deuxième tour des législatives, avec cet accord avec la NUPES. Donc, est-ce que
finalement, ça ne profiterait pas au RN et par conséquent à Jordan Bardella qui prendrait le relais. En tout cas, ça ne pourra pas ne pas avoir de conséquences, même si quand les réquisitions sont tombées, j'avais été très surpris dans la question mensuelle d'IFOP fiduciaire pour Paris Match, les conversations des Français, que très peu de Français avaient parlé des réquisitions déjà très sévères vis-à-vis de Marine Le Pen. Mais là, comme ça a été très bien dit par Paul et Jules, c'est vraiment, c'est un moment qui va être capital si elle est éliminée de la course à l'élection présidentielle. Alors, le sondage est une façon pour elle de montrer qu'elle est incontournable. Alors, je suis un peu de pédagogie. C'est un sondage premier tour. Il peut très bien se produire ce qu'il a pénalisé en 2017 et 2022, c'est-à-dire la mécanique du second tour qu'avait très bien défini en son temps Guy Mollet et popularisé Charles Pasqua. Dans une élection, au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. François Mitterrand, en 1974, avait fait plus de 40% des voix et il avait perdu, de très peu, mais il avait perdu face à Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que ce vote d'élimination, tout sauf Marine Le Pen, va marcher? Ce fameux plafond de verre, est-ce qu'il pourrait être brisé cette fois-ci? Quand on dépasse des 34, 35, 37%, à un moment, le courant, si je puis dire, et qu'on a des réserves de voix, comme Paul l'a dit, ce courant peut devenir irrésistible. La question aussi, c'est qui y aura en face? Quel candidat du centre, effectivement? Si c'est Édouard Philippe, est-ce que les candidats de gauche, y compris de LFI, vont aller voter comme un seul homme pour Édouard Philippe? Et si c'est Gabriel Attal, est-ce que c'est pas un peu plus simple, étant donné qu'il est plutôt étiqueté au centre-gauche et qui pourrait drainer quelques voix allant de LFI au PS? Le PS et les écolos, vraisemblablement, et beaucoup des électeurs voteront peut-être pour un Gabriel Attal, mais pas le cas. Donc, il va falloir voir aussi qui va être le candidat du bloc central. Et pour une fois, le candidat du bloc central désigné n'est pas sûr, à mon avis, de l'emporter face à Marine Le Pen. Parce que jusqu'à présent, on a toujours dit quiconque sera face à Marine Le Pen au second tour a gagné l'élection. Je crois que cette fois-ci, en tout cas, en voir le sondage de l'IFOP, c'est moins évident. Et moi, pour tirer le fil de ce que dit Paul Melun, c'est vrai que moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une bascule. C'est plus tellement la question comment Marine Le Pen peut gagner, c'est comment elle peut perdre avec un sondage pareil. Si on met de côté la question des juges, on a une Marine Le Pen qui est à 37%, 35%, 34%. Le bloc national, c'est-à-dire avec Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, est à 45% au global. Donc Marine Le Pen, elle a quasiment que, s'il y a un bon report de voix, elle a quasiment que 6 points à aller chercher pour être présidente de la République. Et la vraie différence, c'est qu'il y a maintenant Bruno Retailleau qui a redonné du souffle à la droite et qui est à 11%. Donc il y a un bloc de droite nationale à 56%. Et je ne parle même pas ici d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal. Donc il y a, pour la première fois pour Marine Le Pen, une vraie réserve de voix. Après, on sait que dans des campagnes, généralement, elle commence très haut, elle finit un petit peu plus bas. C'est l'inverse de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est intéressant de voir que 2 ans avant, à l'instant T, la température politique. Vous avez vu les législatives, j'en reparle, mais pour le coup, l'IFOP, faut se méfier quand même de l'effet d'entre deux tours. Quasiment le score exact pour toutes les formations politiques. Frédéric Dabi, vous souscrivez à l'analyse de Jules Torres qui s'est compté manifestement, c'est bien. Je pensais pas. J'attendais pas ça. Non mais vous savez, j'entends très bien ce que dit Jules Torres et il a tout à fait raison. Si on est sur une logique arithmétique, on peut même dire dans un cadre de second tour, réserve d'électeurs de droite de Bruno Retailleau, qui c'est un des enseignements du sondage. Il y a 2 surprises. Raphaël Glucksmann testé pour la première fois qui dépasse 11 et qui fait baisser Édouard Philippe et qui bonifie le total gauche, et Bruno Retailleau qui n'a jamais fait le moindre signe vers une candidature, qui arrive déjà à 11. Je rappellerai que Emmanuel Macron, testé pour la première fois par l'IFOP en 2016, avait obtenu entre 10 et 11%. Et c'est vrai qu'il y a des réserves de voix, mais une campagne électorale, vous savez ce que c'est? C'est une dynamique, c'est pas de l'arithmétique. Marine Le Pen n'a jamais vraiment connu de dynamique électorale, notamment entre 2 tours. Faut pas en faire une règle, mais effectivement, pour elle, la question qui se pose, c'est pas la dynamique électorale, c'est savoir pourra-t-elle concourir, être sur la ligne de départ en 2027, qui sera une élection de renouvellement, d'où les incertitudes sur l'offre électorale. Alors, oui, Paul Melun, allez-y. Un autre élément qui m'a interpellé dans le sondage, oui, mais je vais parler de la gauche, donc ça vous intéresse pas, Jules Torres? Non, c'est quelque chose qui, moi, par contre, m'intéresse, c'est que le total gauche, vous avez vu Nathalie Arthaud, 1%. Oui, quand j'additionne tous mes candidats de gauche, on arrive à même pas 25%. Mais vous savez, Paul, c'est pas beaucoup. Mélenchon est votre candidat? Non, je vais vous surprendre par ma phrase. Oublions les sondages, regardons les élections depuis 2017. À toutes les élections, le total gauche hors extrême gauche entre 27 et 29%. Je rappellerai qu'en 2012, l'addition Mélenchon, Hollande, Joly faisait 42-43%. Bon, on continue à faire nos calculs dans quelques instants. J'ai des gens qui savent compter autour de la juste après le journal de Mickaël Dorian. Europe 1.
Le journal permanent. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mickaël, le journal permanent avec vous. La Croix-Rouge lance un appel aux dons pour la Birmanie. La campagne vise à récolter plus de 100 millions de dollars afin de venir en aide aux victimes du séisme qui a fait au moins 1700 morts ce week-end. L'organisation souligne que ce tremblement de terre a exacerbé une situation... 5 pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et nous sommes toujours avec nos chroniqueurs de la première heure, Jules Torres et Paul Melun, le duo infernal, et Frédéric Dabi, également directeur général de l'IFOP, avec ce sondage du JDD ce matin qui nous explique que Marine Le Pen n'a jamais été aussi haut, 37% au premier tour si l'élection présidentielle devait se tenir aujourd'hui. On a survolé tout à l'heure le cas Jordan Bardella. Est-ce que si elle ne pouvait pas se présenter, Frédéric Dabi, Jordan Bardella serait à même d'assurer ses arrière. Pour reprendre une phrase datée, il est candidat naturel. C'est le président du Rassemblement national. C'est Marine Le Pen qui a fait ce choix-là. Il a une popularité qui est quasiment équivalente à celle de Marine Le Pen. Il a mené bataille aux élections européennes, victoire nette du RN, aux élections législatives, pole position au premier tour et Front républicain et descente au second tour. Et il y a très peu de temps, on a mené une enquête pour Le Figaro qu'on a appelée une enquête IFOP fiduciale, le baromètre de l'ambition présidentielle. En termes de souhaits de candidature, symboliquement, c'était qu'un point, il avait un peu plus de souhaits que Marine Le Pen. Et il a une popularité qui est proche de celle de Marine Le Pen, mais qui est un peu différente. Il est plus fort chez les jeunes, plus fort chez les cadres, plus fort dans les milieux économiques. On n'en est pas là, mais en tout cas, le RN a, si je puis dire, un candidat, alors le terme n'est pas approprié, mais de substitution. Je le répète, on est quand même loin de l'échéance et on ne sait bien sûr pas ce qui peut se passer demain. Donc Jules Torres, finalement, les arrières du RN sont assez assurés. Le parti ne joue pas du tout sa survie demain. Quand même, il y a une candidate qui a 20 ans de parcours politique derrière elle, qui pendant 20 ans a voulu sortir le Rassemblement national, le Front, puis le Rassemblement national de la marginalité, qui a voulu imposer les idées portées par le Rassemblement national dans des campagnes médiatiques, dans des campagnes électorales, qui a voulu aussi, il faut le dire, laver le nom Le Pen. Donc évidemment que ce serait un bouleversement, un tremblement de terre pour le Rassemblement national, alors que c'est sûr, c'est le seul parti qui aujourd'hui a deux chefs de file, qui a deux présidentiables. Et en cela, c'est en effet quelque chose de plutôt agréable pour Marine Le Pen. D'ailleurs, elle le dit à chaque interview. Nous, la dernière fois qu'on l'a interviewée, elle nous le dit, bon, certes, il est jeune, mais c'est quand même agréable d'avoir derrière soi quelqu'un qui peut reprendre les rênes si soit je décide de me retirer, soit si quelqu'un, en l'occurrence un juge, décide de me retirer le fait d'aller à une présidentielle. La question, c'est est-ce que Jordan Bardella est prêt? Moi, je l'ai suivi par exemple cette semaine en Israël. Bon, c'était un voyage objectivement inédit, quasiment historique. Il a enterré les démons du Rassemblement national sur la question de l'antisémitisme. Il a tourné une nouvelle page politique en rencontrant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pendant 1h30 dans son bureau. On pourrait demander à toutes les personnes du sondage, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient aujourd'hui capables d'obtenir un tel rendez-vous. Donc voilà, il y a eu les législatives, il a battu quasiment un score historique aux élections européennes, il a dépassé les 30%, entre la liste de la majorité présidentielle et celle du Rassemblement national, c'était du simple au double. Donc il est sans doute prêt. Après, la question aujourd'hui d'une candidature de Jordan Bardella, elle ne se pose pas. Je peux vous dire qu'au Rassemblement national, personne. Il y en a qui préféraient Jordan Bardella parce que, en effet, Frédéric l'a dit. D'ailleurs, comment est le parti? Comment se sent le parti? Là, il y a une certaine fébrilité. Alors, il s'en cache. Fébrilité totale. Déni. Mais parce que c'est très difficile. Vous voyez, vous, un député aller voir Marine Le Pen pour lui dire bon, bah peut-être que demain vous n'êtes pas là. Comment vous racontiez dans les colonnes du JDD qu'elle s'était isolée ces derniers jours. Elle s'est isolée là cette semaine. En fait, Marine Le Pen, pendant depuis les réquisitions choquantes, bon, il y a eu évidemment la mort de son père. Elle a pris un petit peu de distance, mais elle a fait vraiment de la politique, déplacement au Tchad, menace de censure sur le gouvernement Bayrou. Elle a fait tomber le gouvernement Barnier, offensive sur les 2 dernières semaines sur la question de l'énergie et du nucléaire. Donc, elle était très présente.
cette semaine, vous avez raison de le dire, plus de son, plus d'image. Elle s'est isolée pendant quelques jours, pendant 3-4 jours, bien parce qu'elle voyait, en fait, à mesure que l'échéance se rapproche, la pression et la tension montent. Et évidemment, Marine Le Pen, elle est humaine. Elle est certes peut-être pas comme les autres, mais elle est humaine comme les autres pour le coup. Et à ce titre-là, eh bien, oui, la tension est à son comble et elle est irrespirable. Et au sein du Rassemblement national, encore plus. Donc non, il y aura comme une délivrance demain à 10h pétante au sein du Rassemblement national. Une délivrance. Non, mais ce sera quoi qu'il arrive une délivrance. Alors la question est peut-être un peu cynique ou alambiquée au choix, mais Frédéric Dabi, on imagine que du côté de la droite républicaine, on n'a pas nécessairement intérêt à ce que Marine Le Pen puisse y aller. Hein. C'est l'intérêt de personne comme adversaire, puisque c'est la favorite aujourd'hui, la favorite de l'élection présidentielle. Alors, 11%, on rappelle, pour Bruno Retailleau, 11% en réserve de voix. Et 5% pour Laurent Wauquiez, 20% pour Gabriel Attal, qui aussi bénéficie d'un score très intéressant pour une personne qui, comme Bruno Retailleau, n'a jamais fait le début d'un signe vers une candidature présidentielle. Il y a quand même un décalage entre un discours médiatique qu'on entend depuis septembre sur la chute ou le recul de Gabriel Attal et le fait qu'en popularité et en potentiel électoral, il est à un niveau plutôt élevé. Mais c'est vrai que par rapport au début de notre échange, oublions les 34, 35, 37 de Marine Le Pen, regardons sa sociologie, sa structure électorale. Elle a une sociologie attrape-tout, de parti de masse. Elle fait 40% chez les retraités. Ça, c'est du jamais vu, sauf aux élections européennes pour le RN. Son moins bon score, c'est 18% chez les cadres supérieurs à la profession libérale et 19% de mémoire chez les diplômés du supérieur. C'est-à-dire même là, un socle, l'époque du jean-marisme, c'est-à-dire un vote FN qui était seulement jeune, masculin, ouvrier, catégorie populaire, c'est terminé. Sur cette première brique, il y a la brique de catégorie nouvelle, cadre sup, retraité, et la brique de ce que j'appelle la France du travail, les salariés, les 35-49 ans. Et ça a été dit par Antonin André dans le JDD. C'est intéressant de savoir que, contrairement à ce qu'on croit, on peut très bien perdre une présidentielle en ayant leur grille, comme on dit, l'électorat âgé, les 65 ans et plus. Vous n'avez pas les actifs. Giscard d'Estaing avait les retraités, il a perdu. Nicolas Sarkozy a perdu. Par contre, avoir la France du travail, ne pas l'avoir, c'est perdre la présidentielle de manière certaine. Aujourd'hui, cette France qui a cru en Nicolas Sarkozy en 2007, qui a cru en François Hollande et sa redistribution en 2012, qui a cru en le souffle de liberté de la Startup Nation de Emmanuel Macron en 2007, elle est chez Marine Le Pen. Paul Melun, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, je trouvais vraiment passionnante l'analyse de Frédéric Dabi sur l'aspect sociologique, parce que je crois véritablement que on est en train d'avoir les gains de la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national. Beaucoup, y compris en interne d'ailleurs, ont poussé des cris d'orfraie lorsqu'elle a renommé son parti, lorsqu'elle a écarté un certain nombre de personnes encombrantes, etc. Et moi, je pense que si désormais 18 ou 20% des cadres commencent à s'intéresser à Marine Le Pen, si même dans les grandes villes, certains commencent à s'intéresser au Rassemblement national, dans l'ouest de la France, qui était jadis pas du tout acquis au RN. Si là les lignes bougent, ça montre que la stratégie de dédiabolisation a fonctionné. Et juste un petit mot, une chose sur laquelle je n'étais pas d'accord avec ce que disait notre ami Jules, une fois n'est pas coutume, parce que Jules est très enthousiaste sur Jordan Bardella, je comprends, mais je vais sur le terrain. Il est très enthousiaste sur le terrain avec Jordan Bardella, mais en tout cas, non, je blague. Non, mais si vous voulez, je pense quand même que malgré tout, bah oui, mais chacun son enthousiasme. Non, je pense malgré tout que si jamais Marine Le Pen était empêchée de concourir, ça nuirait au Rassemblement national et que ça renforcerait plutôt une candidature outsider. On a parlé de Bruno Retailleau à 11%, alors qu'il n'a pas déclaré qu'il était candidat. Moi, je pense qu'un Bruno Retailleau, s'il avait face à lui Jordan Bardella, pourrait jouer la carte de l'expérience, etc. Une présidentielle, c'est une lessiveuse. Marine Le Pen, elle a l'expérience des présidentielles. Jordan Bardella, c'est pas forcément le cas. Il n'a pas l'expérience de la présidentielle. présidentielle. Et Jordan Bardella, quand il a fait le débat avec Gabriel Attal, ça a été compliqué sur les sujets techniques, sur les sujets de fond. Donc, si vous voulez, je suis pas sûr qu'on puisse comme ça se dire que ce serait indolore et que remplacer Marine Le Pen par Jordan Bardella, ce serait comme ça une lettre à la poste. Vous parlez de sujets de fond. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne à titre personnel, c'est que je vois que, vous parliez des cadres, des gens qui bossent, certains patrons, c'est quand même Marine Le Pen qui veut rester à 62 ans, donc on lui en tient pas rigueur. Le monde économique ne lui en tient pas rigueur. Eh bien, c'est là tout l'attelage qui est intéressant, et pardonnez mon enthousiasme, mais Marine Le Pen drague un électorat
rural, un électorat ouvrier. Le choix de censurer le gouvernement Barnier, il s'explique par une seule chose, c'est que Marine Le Pen voulait récupérer des points chez les retraités. C'est ce qu'elle a fait et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est majoritaire chez les retraités. Et de l'autre côté, il y a Jordan Bardella, discours un petit peu plus pro-business, pas libéral, mais en tout cas qui convient mieux. Oui, non, mais vite fait. Un peu plus que Marine Le Pen. Il y a une mue qui est encore à faire, mais en tout cas Jordan Bardella dans les milieux économiques, il est beaucoup plus apprécié que Marine Le Pen. Il a un discours qui est beaucoup moins brut, pour ne pas dire brutal, que Marine Le Pen, et ça, eh bien, ça joue un petit peu quand il arrive sur la question. Voilà, Jordan Bardella, quand on lui pose la question de supprimer les fonctionnaires, il vous répond pas, c'est un truc de droite. Oui, bon, c'est vrai. Marine Le Pen, oui, enfin, c'est vrai, vous avez raison. Ce qui fait le succès de Marine Le Pen, là où je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est sur les ouvriers et le monde rural. Marine Le Pen a engrangé effectivement une progression formidable, qui était jadis un électorat dévolu aux communistes, etc. Mais pour garder cet électorat-là, précisément, il y a intérêt à pas faire un discours antisocial et à rester sur les nouveaux fondamentaux du RN, c'est-à-dire une politique sociale volontariste, un État-providence fort. Si vous perdez ça et que vous vous changez en Éric Zemmour économique, ça va pas marcher. On l'a vu d'ailleurs, Éric Zemmour a pas réussi à avoir dans son électorat les classes populaires que Marine Le Pen a acquis de longues luttes. Le temps passe, donc on va laisser filer dans 2 minutes Frédéric Dabi, mais il y avait autre chose qui était quand même assez étonnant. On s'est pas vraiment arrêté là-dessus. Les 13% de Jean-Luc Mélenchon, avec ses dérives antisémites quand même, allègrement ces dernières semaines, plus que jamais, ça ne lui joue pas de tour, ça pèse pas ça. Il a un socle, il a ses 21, ses 22% de la dernière élection présidentielle, il arrive à faire revenir sur son nom 55% de son socle, avec quelques gains, ça fait 12 à 13%. C'est vrai que c'est un score supérieur à ses débuts de pré-campagne présidentielle en 2011, 2016 et 2021. Alors ça ne préjuge pas de ce qui se passera si je puis dire, pendant la campagne. Mais c'est vrai que la situation d'opinion, de popularité de Jean-Luc Mélenchon s'est considérablement dégradée. Dans le baromètre Philippe Sell pour Paris Match, il est avec Éric Zemmour l'homme politique le plus rejeté par les Français. Dans une enquête IFOP pour AGC, 92% des Français de confession ou de culture juive considèrent que LFI contribue à faire monter Jean-Luc Mélenchon est devenu le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui, Aurore Berger. J'avais un verbatim d'un ancien lecteur de Mélenchon qui disait on va l'appeler Jean-Marie Mélenchon. Et c'est vrai que ce côté repoussoir est particulièrement noté, y compris à gauche, puisque sa popularité est parfois minoritaire chez les sympathisants de gauche. Mais il a son socle. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous.